Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo issue d'une série de ressources consacrées à l'accessibilité et l'inclusion développée dans le cadre du projet P8 Digital Skills. Dans cette vidéo, nous plongeons dans les enjeux sociologiques de l'accessibilité et de l'inclusion dans l'enseignement supérieur. L'université est souvent vue comme un pilier de l'égalité des chances. Pourtant, les réalités sont plus complexes, avec des barrières structurelles et sociales qui persistent et façonnent l'expérience étudiante et enseignante. Aujourd'hui, nous aborderons des questions telles que l'histoire de l'inclusion dans l'enseignement supérieur. Nous discuterons aussi des sujets liés à la massification des études supérieures, les logiques qui ne permettent pas l'inclusion de certains groupes sociaux et comment ces éléments se recontextualisent dans le paysage éducatif suisse et global. Enfin, nous finirons par apporter quelques clés de réponse, notamment à travers les outils numériques, mais aussi le développement de compétences réflexives dans le corps enseignant et dans le corps étudiantin. Pour ce faire, nous sommes accompagnés par Gaël Goastelec, professeur et sociologue à l'Université de Lausanne, spécialisé dans l'analyse des parcours d'accès à l'enseignement supérieur, pour explorer ensemble comment les autres écoles peuvent évoluer pour devenir des espaces plus inclusifs. Gaël, bonjour, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Commençons par notre première question. On parle de plus en plus d'accessibilité et d'inclusion dans l'enseignement supérieur et dans les autres écoles, mais qu'est-ce qu'on entend par ces termes ? Ça dépend des pays, ça dépend des périodes. On a pu définir l'accessibilité comme l'accessibilité physique des bâtiments pour les personnes porteuses de handicap, mais aujourd'hui, on observe une tendance à une vision plus inclusive de l'accessibilité avec l'accès d'une diversité de profils à l'université. Pour ma part, j'aime bien la définir à l'aune du projet démocratique, une université inclusive et accessible. C'est une université avec un corps estudiantin et un corps professoral représentatif de la diversité sociale de la population du territoire dans lequel l'université s'inscrit. En quelques mots-clés, quels sont les enjeux qui se cachent derrière ces termes ? Alors j'en vois au moins trois. Le premier, ce serait l'égalité d'accès à la formation, que ce soit la formation professionnelle ou la formation universitaire. On devrait pouvoir retrouver toujours cette diversité d'individus. Et puis le pendant de cela, c'est au niveau collectif, ça signifie soutenir la fluidité sociale, la mobilité sociale, faire en sorte que les individus ne soient pas déterminés par les caractéristiques sociales de leur espace de naissance. Troisième dimension, c'est la sélection et la formation des élites, garantir la sélection d'une élite représentative de l'expérience des vécus dans une société donnée, de la diversité des cultures de ces groupes sociaux, et donc une élite qui soit capable de gouverner en produisant un maximum de vivre ensemble. En tant que sociologue spécialisé dans l'analyse des parcours dans l'enseignement supérieur, pourriez-vous nous expliquer comment ces enjeux façonnent et influencent l'expérience universitaire ? Oui, bien sûr. Je pense que le plus simple, c'est de prendre un exemple et de revenir il y a un siècle pour s'imaginer ce qu'était alors l'expérience étudiante au milieu d'un entre-soi d'hommes blancs originaires des mêmes milieux sociaux, avec donc un rapport au monde relativement similaire. Et puis de le comparer à ce qu'était l'expérience à l'époque de ces rares femmes, exceptions sur le campus, qui devaient affirmer la légitimité de leur présence, ce qui n'était clairement pas chose facile, ni sur le campus, ni dans leur rapport souvent à leur famille. Et puis, l'autre dimension importante, c'est que finalement, la diversité étudiante et enseignante, elle façonne aussi les contenus enseignés. Et on a beaucoup entendu parler ces dernières décennies des biais dans le type d'histoire enseignée, dans les œuvres littéraires étudiées à l'université, mais aussi des biais en médecine dans le type de contenu choisi, les maladies traitées, les traitements plutôt adaptés aux hommes qu'aux femmes et aux hommes blancs. Également. Donc on voit bien comment la question de la diversité étudiante et enseignante façonne complètement l'expérience étudiante. C'est clairement pas la même chose aujourd'hui d'être sur un campus très international avec une diversité sociale, ethnique, géographique, linguistique, religieuse qui amène une diversité de compétences, de connaissances et puis un savoir-être, un savoir-vivre ensemble et des compétences professionnelles associées à cette capacité. Comment les politiques d'accès soutiennent-elles la diversité et l'inclusion dans les autres écoles ? Alors, il y a en gros deux grands types de dynamiques. La première, c'est la massification qu'on a vu se développer dans la plupart des pays occidentaux depuis à peu près la Seconde Guerre mondiale et qui a permis, par l'augmentation du nombre de places, d'augmenter presque mécaniquement la diversité sociale, qui a permis aux femmes d'accéder plus nombreuses à l'enseignement supérieur. Et puis la deuxième, c'est celle de la multiplication des voies d'accès.
Et ici, on peut penser, par exemple, dans le contexte lausannois, aux examens préalables, aux passerelles qui permettent d'accéder à l'université et qui soutiennent la réussite des étudiants, puisque les statistiques montrent qu'on a la même probabilité de réussir ses études quand on est issu de ces secondes voies d'admission, comparativement à quand on vient d'une maturité standard, je dirais. Cela nous demande d'interroger plus largement l'histoire sociale de l'université et des autres écoles. Qu'est-ce que cette histoire nous dit en termes de diversité et d'inclusion? Ouh là là, alors c'est une très très longue histoire qui remonte pour les universités européennes au Moyen Âge. Et puis c'est peut-être d'abord l'histoire de l'exclusion, c'est-à-dire que l'université est réservée à un certain type d'individus. À l'époque, ce sont des hommes reconnus par leur père, baptisés et non porteurs d'un handicap, avec également certaines origines géographiques favorisées dans l'organisation universitaire. Progressivement, ce qui va se passer, c'est que les gouvernants vont chercher à instrumentaliser les universités pour former des administrations qui soient à leur service. Et puis, on observe un lien très fort entre l'usage qui va être fait des diplômes, est-ce qu'ils garantissent l'accès à un certain type de profession, de statut, et le type d'individu accédant à l'université. Autrement dit, les universités sont beaucoup plus inclusives, elles ont une plus grande diversité dans les périodes où les diplômes ont moins d'impact sur les trajectoires des individus. Et ça, c'est un peu l'histoire récurrente, en fait, avec des périodes que l'on retrouve sur quasiment 10 siècles aujourd'hui. Donc on a une non-linéarité également de la question de l'inclusion, avec des périodes où l'université s'ouvre et des périodes où elle se ferme. Ce qui nous dit aussi aujourd'hui qu'il y a un enjeu à continuer de monitorer cette question de l'inclusion, parce que ce n'est pas parce qu'à un moment donné, on réussit à avoir une plus grande diversité sociale que cette diversité est nécessairement pérenne. Y a-t-il des étapes historiques importantes dans toute cette trame, finalement? C'est une bonne question. Et puis c'est une question intéressante parce qu'elle permet d'interroger les mécanismes par lesquels se produisent le changement social. Alors on peut identifier 3 types de registres. D'abord les exceptions individuelles. Et là l'exemple le plus saillant, c'est probablement celui de l'accès des femmes issues de l'aristocratie italienne, enfin de ce qui deviendra par la suite l'Italie, aux études dans une période où c'est formellement interdit par les règlements universitaires. Donc ce sont des femmes qui vont réussir à étudier, parfois même à enseigner, étudier en se cachant parfois derrière un rideau, enseigner parce qu'elles vont remplacer un mari ou un père parti en service pour l'Église. Et le fait que certaines femmes puissent accéder, ça va progressivement contribuer à transformer les représentations qu'on se fait du public légitimement accueilli par l'université. Le deuxième type d'exemple, c'est celui des exceptions collectives. Donc historiquement, certains groupes sociaux sont complètement exclus de l'accès à l'université. Ça peut être le cas notamment par rapport à la confession religieuse des individus. Et puis, on va voir certaines universités développer des politiques d'inclusion. Alors, non pas à finalité humaniste d'intégrer une plus grande diversité sociale, mais à finalité d'incorporation dans l'université de savoirs portés par certaines communautés. Et je pense ici en particulier aux étudiants de confession juive qui vont être au 16e, 17e, 18e accueillis dans certaines universités, notamment en médecine, pour doper les savoirs et l'image prestigieuse de l'université dans cette discipline. Et puis le troisième registre, c'est celui des grands événements historiques. Alors on peut penser à la Réforme, avec la mise en concurrence des protestants et des catholiques autour de l'accès au savoir et la multiplication des établissements universitaires que ça génère. Beaucoup plus proche de nous, on peut penser à la Seconde Guerre mondiale, la compétition entre les pays qui en découle avec, une fois encore, la création d'établissements d'enseignement supérieur pour rentrer en compétition contre les autres pays, ou en tout cas en concurrence. Et puis, plus tardivement et d'une façon plus proactive en lien avec l'inclusion, les mouvements étudiants qui, à partir des années 60, soutiennent et revendiquent une meilleure représentation de la diversité sociale, ethnique, genrée sur les campus. Mouvement aux États-Unis, mouvement en Europe, mouvement en Afrique du Sud à la fin de l'apartheid. Donc on sait que ces mouvements étudiants ont une puissance importante pour la transformation des fonctions remplies par l'université. Je comprends qu'on excluait sur une base de droit, donc une base légale précédemment. Aujourd'hui, cela n'existe plus. Et l'université s'est massifiée, comme on l'a explicité précédemment. Est-ce que les logiques d'exclusion ont évolué? Alors, oui, les logiques d'exclusion ont évolué, mais je voudrais peut-être revenir d'abord sur la question du droit.
Alors effectivement, aujourd'hui, on a un cadre juridique différent. Ce n'est pas pour autant qu'il n'existe plus d'exclusion sur la base du droit, notamment en fonction du permis de séjour, des ressources associées au type de permis de séjour des individus, etc. Donc on a toujours une question juridique qui est extrêmement importante, sauf qu'elle s'est un petit peu déplacée entre politique migratoire, politique sociale et politique éducative. Mais c'est très important de continuer de prendre en compte cette question du droit. La deuxième dimension, c'est effectivement avec la massification et l'abandon de l'exclusion de fait ou de droit d'un certain type de population résidente, on va dire de longue date, on a une diversité sociale beaucoup plus grande sur le campus. Les femmes sont désormais majoritaires, un enfant d'ouvrier a beaucoup plus de probabilités d'aller à l'université que dans les années 60, et ce, un petit peu partout en Europe. Donc on a augmenté l'inclusion et une forme de fluidité dans les parcours éducatifs. Pour autant, la massification s'est un petit peu partout arrêtée, et avec elle, cette diversité accrue, cette inclusion accrue, c'est également stoppé, voire on voit aujourd'hui, on observe à nouveau une augmentation des inégalités sociales d'accès aux études. Et puis la troisième dimension, c'est celle de la diversification horizontale et verticale. C'est-à-dire que des étudiants qui précédemment n'entraient pas à l'université y entrent aujourd'hui, mais pas dans les mêmes filières et pas au même niveau de diplôme. Et là, on retrouve des inégalités sociales importantes. Beaucoup parlent de la massification des universités et des autres écoles comme leur démocratisation. Mais est-ce que les dynamiques de massification permettent vraiment la démocratisation ? Alors les comparaisons internationales permettent de montrer que c'est souvent utile, mais pas nécessairement ni nécessaire ni suffisant. Autrement dit, on a une force des inégalités d'accès à l'enseignement supérieur extrêmement variable en fonction des pays, et la massification n'explique clairement pas tout. Donc oui, au moment où on produit cette massification, on tend à ouvrir davantage. Mais ce que je disais tout à l'heure, dès que la massification s'arrête, la capacité à intégrer un profil plus diversité d'étudiants s'arrête également. Donc on a d'autres outils que la massification, et ça me paraît d'autant plus important pour des systèmes qui choisissent de valoriser aussi d'autres types de formations comme la formation professionnelle. Après ce détour historique très intéressant et très contextualisant, parlons maintenant des barrières que l'on retrouve aujourd'hui, notamment celles que l'on peut retrouver d'abord dans l'accès aux études supérieures. Alors ces barrières sont multiples et probablement que ma recension ne va pas être exhaustive, mais la première chose à laquelle on peut penser, ce sont les structures scolaires. En fait, les choix que l'on fait dans les structures scolaires en amont de l'accès aux études universitaires impactent très fortement les inégalités sociales d'accès à l'université. On sait notamment que plus on sélectionne tôt, donc l'existence de filières en secondaire 1 au niveau du collège, ont un impact très fort sur la destinée ultérieure des élèves. Donc travailler sur ces structures permet de finalement faire tomber certaines barrières dans l'accès à l'université. On sait aussi que le type d'interaction en classe, entre pairs, avec les enseignants, a aussi un impact sur la façon dont on se perçoit en tant qu'élève et donc sur sa capacité à se projeter dans cet univers estudiantin ou pas. Et puis, on a aussi la façon dont se construisent les aspirations des familles et des élèves. Les parents vont avoir tendance à souhaiter que leurs enfants fassent un peu mieux qu'eux-mêmes, mais ce un peu mieux est forcément très différent selon la profession et le niveau d'éducation des parents. Donc les aspirations varient de ce point de vue-là. Pour les élèves, elles varient aussi en fonction de ce qu'ils connaissent, donc l'accès à l'information. Est-ce que je peux me représenter comme étant légitime sur le campus de l'université ? Et là, ce qui est intéressant, c'est que quand on interroge des élèves avec des familles de caractéristiques sociales différentes, mais certaines familles viennent de l'étranger et ces élèves ont commencé leur parcours à l'étranger, versus les autres ont fait toutes leurs études antérieures dans le système scolaire local, on voit que les aspirations des élèves qui viennent de pays où l'enseignement supérieur est très largement accessible pensent qu'il est accessible pour eux également, même s'ils viennent de familles où les parents n'ont pas fait d'études supérieures, etc. Donc la représentation qu'on a de la place de l'enseignement supérieur va participer également à nourrir nos aspirations. Et de ce point de vue-là, la construction des aspirations constitue une barrière dans l'accès aux études.